Alors bonjour à tous, merci d'être venus pour cette journée de conférence consacrée à la Révolution française, qui a donc été organisée en partenariat avec la Fédération francophone de débat. Donc c'est une initiative commune entre la FFD et donc le média Le Vent se lève. Donc je résume rapidement, qui existe depuis 6 ans, qui se consacre à l'analyse critique du néolibéralisme et à l'exploration d'alternatives politiques. Alors la Révolution française est une question qui nous a beaucoup occupés depuis longtemps. D'une part, du fait de la place qu'elle tient dans les mouvements socialistes et républicains, et d'autre part, pour l'imaginaire qui est encore le sien dans les débats politiques aujourd'hui. Et il est assez facile de voir que le spectre de la terreur, notamment, et de l'année 1793, sont régulièrement évoqués dans le débat public, notamment pour mettre en garde contre des expériences politiques qui accorderaient une place trop importante à l'État, à la nation, qui iraient, disons, contre le consensus libéral, qui accorderait une place trop importante aux passions politiques, etc. Alors après une première conférence dédiée à la question de la souveraineté populaire et une seconde aux tensions sociales en 1793, on va donc consacrer une conférence à l'étude de la terreur comme objet historique et de ce que le conventionnel talien nommait le système de terreur, qui est l'objet de nombreux débats dans l'historiographie de la Révolution. Alors, j'ai le plaisir d'accueillir 3 historiens qui débattront de ce sujet. Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'université Paris 1, Marc Bélissa, professeur à l'université Paris-Nanterre, et Anne Simonin, chercheur au CNRS. Alors là, les questions qui vont nous occuper aujourd'hui sont doubles. D'une part, est-ce que quelque chose comme un système de terreur a existé? Il ne s'agit pas de nier qu'il y a eu des actes terroristes en 1793 et 14, simplement il s'agit d'étudier leur systématicité, leur lien ou non à une idéologie. Est-ce que ces actes ont eu pour fonction de faire émerger une nouvelle république, un homme nouveau? Et d'autre part, il s'agit d'étudier le lien entre ces pratiques terroristes, donc les exécutions, bon, ça sera détaillé, et le projet démocratique des révolutionnaires. Est-ce que ces actions terroristes ont eu pour fonction de brider l'élan de souveraineté populaire qui a émergé en 1789, ou est-ce qu'au contraire, est-ce que la guillotine a été le moyen de consacrer, d'une certaine manière, les aspirations à la souveraineté populaire? Donc je n'en dis pas plus et je laisse d'abord la parole à Jean-Clément Martin pour une durée, s'il vous plaît, qui n'excède pas un quart d'heure. Bien, merci, bonjour à toutes et à tous. Dans ce jour, effectivement, rappelant la mort du roi par la guillotine. Alors moi, je voudrais brièvement, mais vraiment très très vite pour ne pas prendre trop de temps, commencer par dire que je ne vois aucun lien entre la guillotine et la terreur, et que je considère que la guillotine est un pas qui a marqué la marche vers l'abolition de la peine de mort. Et qu'il faut voir, commencer par comprendre, et je suis absolument sérieux, il n'y a aucun paradoxe, que la guillotine a été un progrès immense dans un moment où les exécutions des gens qui étaient mis à mort dans tous les pays européens étaient des supplices abominables, sauf dans le duché de Toscane, sauf autour de Neuchâtel à un moment donné, sauf, ça pourra vous surprendre peut-être, dans la Russie tsariste pendant une vingtaine d'années, pendant lesquelles la peine de mort a été abolie. Donc, mettre la guillotine, c'est-à-dire être mis à mort juridiquement, sans torture, c'est à l'époque un avantage considérable. Le problème n'est pas la guillotine, le problème c'est l'échafaud. Parce que l'échafaud, c'est autre chose. L'échafaud, il est à 3 mètres de hauteur, vous mettez la guillotine dessus et vous transformez la mise à mort en spectacle. Et là, les gens viennent voir. Et là, ils viennent voir pour le plaisir de voir les autres mourir et le sang gicler. Donc le problème de la révolution, il est là. C'est d'avoir utilisé la violence en détournant le sens et en utilisant le sens. Alors, on ne confond pas tout, on ne confond pas violence et vengeance, spectacle et justice, et terreur et violence. D'accord? On commence par là. Alors, ça veut dire que des violences, il y en a eu avant 1793, avant 1792, et puis que d'un seul coup,
il va y avoir un débat, très exactement le 5 septembre 1793, à Paris, quand une masse de sans-culottes et de quelques jacobins entrent dans la salle de la Convention pour réclamer, on ne sait pas trop quoi, réclamer une armée révolutionnaire. Je vais passer sur les détails. Et le résultat est que la totalité de l'Assemblée, sauf 2 personnes, vont dire qu'en aucun cas on ne mettra la terreur à l'ordre du jour et qu'on accordera en revanche la création d'une armée révolutionnaire sans tribunal, sans guillotine. Bon, et c'est la seule armée révolutionnaire nationale, en quelque sorte, organisée, qui sera dirigée par des sans-culottes uniquement. Et ce qui est important dans cette histoire du 5 septembre 1793, c'est qu'au sortir de cette séance, Barère, dont on peut penser tout ce qu'on veut, mais peu importe, Barère va féliciter les braves sans-culottes d'avoir demandé de mettre la terreur à l'ordre du jour. Ce que ça veut dire, personne ne le sait. Terreur à l'ordre du jour, de quoi? Des séances? De la nation? On ne sait pas. En tous les cas, l'Assemblée refuse quelque chose qui s'appellera la terreur. Elle le refuse en septembre, elle le refusera à nouveau en janvier. Et le dernier discours de Robespierre, le 8 Thermidor en 2, c'est-à-dire le 26 juillet 1794, sera consacré au refus de Robespierre de tout système de terreur à 2 reprises. Donc on est là dans quelque chose qu'il faut bien comprendre. Et pour dire les choses simplement, je vais prendre mes 30 secondes sur mon temps, même si je vais essayer de les faire décompter tout à l'heure par le président de séance, c'est que lorsque je me rends compte que tous les historiens et historiennes qu'on connaît ont toujours dit que la terreur a été mise à l'ordre du jour le 5 septembre, et quand je la cherche, je ne la trouve pas. Quand je lis et je relis Sowool, qui a été cité tout à l'heure à juste titre, grand bouquin sur les sans-culottes, Sowool, c'est comme, vous savez, dans les cartes, dans les dépliants, quand on cherche une destination, la destination est toujours dans le trou. Bah, eh bien, je n'ai jamais trouvé dans le livre de Sowool, dans la thèse de Sowool, quoi que ce soit sur cette journée du 5 septembre 1793. J'en ai parlé avec ma voisine, on se connaissait déjà à l'époque, et on est arrivé à l'idée quand même qu'il fallait parler sérieusement de cette absence de reconnaissance de la terreur à l'ordre du jour. On n'en voyait pas la trace. J'ai mis plusieurs années à m'y résoudre, et puis j'ai eu plusieurs années d'essure froide quand je l'ai écrit en me disant que c'est pas possible. Ben si, la terreur a été réclamée par les sans-culottes, ça c'est vrai. La terreur, qui était le moyen de terroriser les ennemis, a bien été réclamée par des sans-culottes qui sont bien venus la réclamer aux députés en disant qu'il fallait imiter les méchants et donc terroriser les ennemis. Et ça a bien été le débat, sauf que la Convention l'a refusé. Sauf que la Convention la faisait d'une façon ambiguë, et ça c'est aussi un autre problème. La Convention n'a pas voulu littéralement désavouer la demande des sans-culottes, et a laissé traîner cette idée de terreur sans la terreur, tout en disant que la terreur était là, n'était pas là. C'est aussi comme ça qu'on a contrôlé les sans-culottes. On leur a imposé les 2 journées par semaine d'assemblée sectionnaire pour les mettre sous le joug de la Convention, comme on a institué aussi la loi des suspects, qui n'est pas guillotiner qui vous voulez, non, c'est vous allez nous rendre compte à nous des suspects que vous désignez. Ça change tout, la Convention était là à laisser faire les sans-culottes. Ça veut dire que concrètement, bien les sans-culottes, moi je dirais dans un sens normalement, les sans-culottes ne pouvaient pas s'y retrouver. Ça veut dire qu'on va avoir des déclarations comme, je ne vais pas j'en faire 2, hein, des représentants en mission, donc les députés qui sont envoyés, et qui disent tout simplement, je cite, « Dans une révolution et dans un moment où la terreur était à l'ordre du jour, il était permis de s'écarter des lois et de prendre des mesures de circonstance. » Et ça, il y a beaucoup de gens qui le pensent sérieusement. C'est bien qu'on va se retrouver dans quelque chose qui, pour moi, est vraiment très important. Non pas un excès de pouvoir, non pas un état
totalitaire, entre guillemets, comme on dirait aujourd'hui, où tout le monde est surveillé et où la police intervient n'importe comment. On n'est pas dans l'Italie mussolinienne ou dans l'Allemagne nazie, on est au contraire dans un vide de pouvoir. L'Assemblée n'a pas pris de position claire, on a laissé les sans-culottes prendre des initiatives eux-mêmes, on a permis à des gens d'interpréter une loi qui n'a jamais été votée, et ça veut dire que dans l'automne 1793, eh bien, il se passe des règlements de compte et des violences qui ne sont pas encadrées par l'État et qui sont permises par ce vide de pouvoir, par ces rivalités entre montagnards et sans-culottes, dont je maintiens que c'est bien là l'essentiel de l'explication de la radicalisation de la Révolution. Et ça veut dire que ça va tellement loin qu'en décembre 1793 même, un certain Danton, qu'on ne citera pas, je cite Danton, 26 novembre, j'ai dit décembre, c'est 26 novembre, mais bon, il est faux, c'est Danton qui parle, il est faux que j'ai dit qu'il fallait que le peuple se porte à l'indulgence. J'ai dit au contraire que le temps de l'inflexibilité et de la vengeance nationale n'était point passé. Je veux que la terreur soit à l'ordre du jour. C'est Danton. Bon. Je pense que vous avez tous été biberonnés avec l'image rigoureusement inverse. Bon. Ça veut dire que rien n'est joué jusqu'en décembre et janvier entre des gens qui sont en rivalité politique et qui vont s'appeler les indulgents, qui vont s'appeler les hébertistes, les engagés, on n'en parle déjà pratiquement plus, et puis au sein du comité de salut public, un noyau dur qui est Barrère, Robespierre, Carnot, qui veulent éliminer les sans-culottes et qui vont progressivement faire rapatrier l'armée révolutionnaire à Paris, ça c'est janvier, faire rapatrier février Carrier de Nantes à Paris, et puis mars, envoyer les meneurs sans culottes à l'échafaud. Bon. Donc on a affaire là à ce moment particulier, à ce moment sur lequel je reviendrai tout à l'heure parce que c'est vraiment un moment extraordinairement grave où on voit Robespierre prononcer un fameux discours en disant que la terreur et la vertu sont indispensables l'une à l'autre, je terminerai là-dessus, et en disant que dans les moments de guerre et de gouvernement révolutionnaire, il faut, je cite Robespierre, appliquer le despotisme de la liberté. Le despotisme de la liberté, c'est quasiment incompréhensible, sauf à se souvenir que Montesquieu avait dit que le système despotique est fondé sur la terreur, le système monarchique sur l'honneur et le système républicain sur la vertu. Et là, Robespierre dit, on va utiliser le système despotique, mais ce qu'il ajoute immédiatement, c'est qu'il ne faut pas que ça concerne les citoyens paisibles, et il faut qu'il y ait là un encadrement de ceux qui peuvent exercer la terreur. Et ce despotisme de la liberté, il est réservé aux membres du comité de salut public et personne d'autre. Et à ce moment-là, ça a été dit déjà à 3 reprises aujourd'hui, on est dans le gouvernement révolutionnaire. Ce qu'on oublie tout le temps, c'est tout à fait essentiel. Tout est régi depuis la Convention nationale qui va jusqu'à nommer les agents nationaux des comités révolutionnaires de province. Donc c'est ça qui est en cause. Bon. Et ça veut dire autre chose enfin. Ça veut dire que un certain Saint-Just va prendre aussi le parti de Robespierre en disant, mais d'une façon beaucoup plus claire, ce qu'il pense, en disant qu'il faut éviter la terreur, parce que pour Saint-Just, la terreur est une arme à 2 tranchants qui passe comme un orage. Et Robespierre en tirera la conséquence dramatique qu'il y a 2 sortes de contre-révolutionnaires. Ceux qui ont des talons rouges, ceux qu'on appelle les aristocrates, et ceux qui ont des bonnets rouges, c'est-à-dire les hébertistes, c'est-à-dire les sans-culottes. Et les 2 sont contre-révolutionnaires et on les élimine. On est donc en mars 1794. Ce qui va se passer par la suite, et oui, je vais à toute vitesse, ce qui va se passer par la suite, c'est qu'en 2 mots, on peut dire qu'à partir de avril, mai 1794, Robespierre et ses amis,
ne jamais croire que Robespierre est tout seul. Robespierre et ses amis prennent le pouvoir dans Paris et, à partir de juin 1794, contrôlent toutes les institutions parisiennes, toutes. Même si des choses leur échappent, et tout à l'heure Yannick Bosque le rappelait, les fameux banquets de Messidor, ou c'est pas lui, bon, ou c'était ce matin, peu importe, mais les banquets de Messidor qui rassemblent les mécontents de la Convention, sans culottes, anciens Girondins, et puis les amis de Danton, se réunissent, en quelque sorte, jouent sourdement contre la Convention nationale. Et tout ça débouche sur l'épisode qu'on croit connaître du 9 Thermidor. Pour moi, le 9 Thermidor, donc chute de Robespierre qui est exécuté le lendemain avec une centaine de personnes, c'est la plus forte fournée en quelque sorte d'exécutés de toute la période à Paris. Eh bien, ce 9 Thermidor, ce qu'il faut pour moi comprendre, c'est qu'il est, ça va pas trop vous surprendre, mais la veille du 10 Thermidor. Parce que ce qui était prévu, et depuis 2 mois déjà, le 10 Thermidor, c'était que Barras, le jeune tambour, c'est une invention de Robespierre, tant pis. Et Viala, invention aussi d'Avignon, donc 2 jeunes garçons tués par des contre-révolutionnaires, les Vendéens d'un côté, les fédéralistes de l'autre. Barras et Viala devaient rentrer au Panthéon. Ça voulait dire que le 10 Thermidor, il devait y avoir une fête énorme, un peu comme la fête de l'être suprême rassemblant 200 000, 300 000 personnes, et qu'il y avait là la possibilité, parce que Robespierre allait présider la fête, que tous les gens qui étaient hostiles à Robespierre soient emprisonnés. Et ces gens-là, c'est Tallien, c'est Barras, c'est Fouché, c'est des gens qui ont commencé déjà depuis 8, 10 jours, 15 jours à changer continuellement de place, mais ça, on peut dire c'est des gens de droite, allons-y. Bon. Mais c'est aussi Billaud-Varenne et Collot d'Herbois qui étaient de gauche, qui s'étaient opposés à la puissance personnelle de Robespierre et qui avaient été avertis le 8 Thermidor au soir par le président du tribunal révolutionnaire qu'il allait bientôt les revoir, mais eux du côté des accusés. Donc le 9 Thermidor, c'est peut-être là quelque chose comme un contre-coup d'État. C'est la proposition que je fais et que je n'oblige pas mes petits camarades à soutenir, ils pourront dire le contraire, mais il me semble qu'on peut la voir comme le contre-coup d'État préventif du coup d'État que Robespierre et ses amis tout-puissants dans Paris allaient faire. Je vous rappelle que Robespierre et les autres sont à 11 heures du matin à la Convention accusés de contre-révolution et destinés à la prison. Ils vont pas bouger, hein. Ils vont attendre toute la journée que ça se passe, parce que plus exactement, ils ont été accusés d'avoir outrepassé les lois. Ils ne sont encore pas accusés d'être contre-révolutionnaires. Et ils attendent de savoir comment ils vont se défendre. Ils ne vont pas bouger. Ils seront libérés le soir des prisons parce qu'ils ne veulent pas rentrer dans l'opposition à la Convention. Ils ne veulent pas être qualifiés de contre-révolutionnaires. Un contre-révolutionnaire depuis 19 mars 1793 est immédiatement exécuté sans autre forme de procès. Donc on est là, dans ce respect de la légalité. C'est comme ça que ça se termine en quelque sorte quand à 2 heures du matin on investit l'hôtel de ville parce que finalement eh bien, les robespierristes ont franchi le pas et se sont opposés à la Convention et qu'ils ont été vaincus. Robespierre et ses amis sont guillotinés sans procès, ce qui est légal. Là aussi, mettons les choses au point, clairement, on est dans la légalité. Ce qui n'est pas prévu, c'est que si le lendemain, le 11 Thermidor, Barère, toujours le même, habile comme tout, va dire que Robespierre était un tyran et un despote étant mieux, un mois plus tard, Tallien, qui est beaucoup plus malin, va dire ce n'est pas seulement un tyran, c'est l'inventeur de la terreur. Et c'est Tallien qui invente cette histoire-là, en accusant tout le monde, y compris Barère, mais en définitive, il n'y en a que 2 qui sont vraiment les terroristes, le mot est inventé en septembre, c'est Saint-Just et c'est Robespierre. Et on inventera tout et n'importe quoi. Absolument tout. Qu'il y avait des tanneries de peau humaine à Meudon, etc. etc. Je ne fais pas la liste.
les sanguéducs, tu as raison, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il y aurait eu au pied des guillotines des ruisseaux creusés pour que le sang circule. Si vous me permettez, on peut aussi rentrer dans d'autres détails. Robespierre, c'est aussi l'inventeur des guillotines à 7 fenêtres pour en guillotiner 7 d'un coup. Et puis, on accuse, bien sûr, ça vous étonnera pas non plus, parce que c'est un siècle un peu libertin, puis que c'est toujours les mêmes problématique, si j'ose dire, qui agite le monde. On accusera Saint-Just d'avoir fait exécuter une jeune fille qui, évidemment, qui s'était refusée à lui, d'avoir fait écorcher la peau des jambes de cette jeune fille et d'avoir revêtu le pantalon fait avec les peaux, les peaux de la jeune fille le jour de la fête de la fête de l'État suprême et de la nature. Bon, c'est Talien qui raconte ça, et plein d'autres choses. Ce qui me semble grave, c'est que dans aucun cas, je termine dans 3 minutes, en aucun cas, il n'y a eu système de terreur. Dans tous les cas, les conventionnels en faisaient la terreur. Mais qu'il a suffi que Talien et ses amis aient inventé la terreur, aient créé des lois parlant de la terreur, ont inventé tout ce système de publication derrière qui sont absolument hallucinantes et qui sont répétées encore aujourd'hui sérieusement, régulièrement, pour qu'on accepte aujourd'hui encore de parler de la terreur. Moi, je ne vous proposerai pas d'abandonner le mot terreur, c'est trop tard, on ne peut pas s'en passer. La seule façon de s'en sortir, c'est de dire c'est une période appelée la terreur. Pour dire aux gens qui nous écoutent, attention, hein, c'est pas vrai, hein, ne croyez pas ça. Il n'y a pas d'autre mot pour l'utiliser, mais gardons le mot terreur et n'y croyons pas. Et puis, pour relire, parce que j'espère que vous l'avez déjà lu, La phénoménologie de l'esprit, le tome 1 d'Hegel. Parce que c'est lui, finalement, bah oui, quand même, dans la traduction française, mais c'est quand même lui qui va populariser la terreur. Qu'est-ce qu'il fait dans sa phénoménologie de l'esprit, qui est, pour moi, le livre essentiel? Parce que les Allemands ont surveillé la Révolution française véritablement comme du lait sur le feu. Ils estimaient que les Français étaient un petit peu retardataires et que le manque de culture des Français allait faire échouer les tentatives, alors que, peuple philosophique, pouvait véritablement bâtir un nouveau système. C'est la position de Kant et c'est la position bien sûr de Hegel. Et c'est aussi, en utilisant Talien et la terreur, le moyen de comprendre l'incompréhensible. Comment peut-on comprendre le chaos qui a été le système révolutionnaire de la France depuis 1789 jusqu'à 1794, où tous les révolutionnaires ont été accusés d'être contre-révolutionnaires. On les a tous guillotinés comme contre-révolutionnaires, Robespierre compris, jamais oublié ça. Pour les observateurs allemands, c'était incompréhensible. C'est bien que lorsque Hegel écrit la phénoménologie de l'esprit, il va théoriser la terreur en disant que c'est là l'avancée ultime de la recherche de l'esprit vers la liberté et les excès de la liberté. Une fois qu'on aura théorisé ça, on pourra utiliser l'ensemble, en quelque sorte, de la révolution avec un sens philosophique. On pourra dire avec Engels plus tard que la violence est la coucheuse de l'histoire, et on aura en quelque sorte familiarisé l'ensemble de l'esprit et des individus avec la nécessité de la violence pour les révolutions, tout en sachant d'emblée qu'il faudra éviter les excès, et les excès notamment populaires, les excès de ce que Marx appellera le lumpenprolétariat, n'est-ce pas? Et que, à l'inverse, les anarchistes, Kropotkin en particulier, réintégrera dans la voie révolutionnaire. Donc, la terreur, c'est tous ces enjeux-là. Enjeux de l'époque, enjeux de cette réinvention de la révolution sur lequel nous vivons toujours. Et la dernière chose sur laquelle je s'arrêterai vraiment, c'est pourquoi est-ce qu'on parle de la terreur en révolution? Est-ce que c'est là qu'il y a eu le maximum de violence? Non. Est-ce que c'est là qu'il y a eu le pire? Non. À l'époque, 1792, 93, 94, le pire, l'invraisemblable, c'est Saint-Domingue, Haïti. C'est affreux ce qui se passe. Horrible. Inouï. Incroyable. Derrière Haïti, il y a la guerre dans le sud de l'Italie de 1799 à 1815.
La guerre la plus monstrueuse, selon un certain nombre d'observateurs. Le meilleur livre est un livre fait par un Anglais qui n'a pas été traduit. Mais c'est hallucinant ce qui se fait. L'autre guerre, encore plus affreuse, c'est parce que là, Goya, on a fait le compte-rendu, c'est bien sûr la guerre d'Espagne 1808-1813. Les atrocités dépassent l'imagination. Et puis, si je dis des chiffres bêtement, Cannes peut sans doute contredire dans 2 minutes. Moi, il me semble qu'on peut dire 200 000 morts dans la guerre de Vendée, 400 000 morts au total jusqu'en 1794, 1 million pour les 10 ans de Révolution. Napoléon, combien de morts? 1 million de soldats français dans les armées napoléoniennes. 3 millions de soldats dans les armées napoléoniennes dans l'ensemble. Vous multipliez par 2 avec les ennemis. Alors, moi, je vous dirais quand même que lorsqu'on a cette fixation sur la terreur révolutionnaire sans voir cet ensemble-là, il faut vraiment se poser des questions pour savoir ce que ça recouvre, si ce n'est pas cette peur-là de comprendre comment il faut exercer le pouvoir, à quel prix on exerce le pouvoir et pourquoi on accepte toujours de se masquer, je dirais, d'éteindre notre réflexion sur les prises de pouvoir par des individus exceptionnels qui se croient tout permis. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vais laisser la parole à Marc Bellissa. Est-ce que vous partagez cette vision du système de terreur? Ouais. S'il y a bien un point sur lequel Jean-Clément Martin et moi sommes d'accord, c'est sur l'inexistence du système de la terreur. J'ajouterais juste un tout petit point à l'archéologie du terme terreur, c'est-à-dire qu'il me semble que la matrice de l'utilisation du terme terreur, y compris par les thermidoriens juste après l'exécution de Robespierre, ça vient des Anglais. C'est-à-dire que le terme terror, avec un T majuscule, a d'abord été utilisé par les contre-révolutionnaires anglais, puis par les radicaux anglais, après la suspension de l'habeas corpus par Pitt. Et donc, les radicaux anglais parlent de Reign of Terror, Pitt's Reign of Terror, le règne de la terreur de Pitt. Et les thermidoriens reprennent, en fait, cette expression contre-révolutionnaire anglaise pour créer leur système de la terreur. Donc, je suis parfaitement d'accord avec tout ce qu'a dit Jean-Clément sur cette question de l'inexistence d'un système de terreur, de l'inexistence du règne de la terreur. Mais évidemment, alors, si on pose la question dans ces termes-là, l'intitulé de la conférence, qui était Terreur et démocratie, évidemment, ça pose problème, puisqu'on n'a plus le premier terme de l'opposition. Néanmoins, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Jean-Clément. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir, finalement, pourquoi des mesures qui nous paraissent comme être des mesures de répression, pourquoi ces mesures de répression ont été prises et comment elles ont été prises. C'est-à-dire que même si ces mesures de répression ne forment pas un système de la terreur, incontestablement, il y a des mesures de répression, il y a une législation répressive, il y a des pratiques répressives qui d'ailleurs ne sont pas forcément toujours liées à la législation répressive, parce que les acteurs sur place mènent des politiques qui sont parfois en contradiction, y compris avec la législation répressive. Enfin, ça a été montré à long, large et en travers par Jean-Clément, notamment sur la question de la Vendée, que les acteurs sur place faisaient un petit peu ce qu'ils voulaient en fonction des oppositions et des tactiques. Néanmoins, on peut se poser la question de savoir comment un révolutionnaire lambda, ou un acteur lambda, si j'ose dire, enfin pas tout à fait lambda, je vais y venir, pouvait ne pas voir de contradiction entre répression et démocratie, ou entre répression et droit naturel, ou entre répression et droit de l'homme. Et pour ça, je vais vous prendre quelques petits exemples pratiques qui sont tirés, pub gratuite, de la thèse d'une de mes étudiantes, qui s'appelle Suzanne Lévin, qui a fait une très belle thèse, qui s'appelle « La République de Prieur de la Marne, défendre les droits de l'homme en état de guerre », 1792-1-2. Alors, Prieur de la Marne, c'est pas tout à fait un vulgum pecus, puisqu'il était quand même membre du comité de salut public, mais disons que c'est le moins connu de tous ces membres du comité de salut public, en grande partie parce qu'il était quasiment tout le temps en mission. Il a beaucoup été en mission dans l'Est et aussi dans l'Ouest, surtout.
Il a fait de très nombreuses missions dans l'Ouest, en Bretagne, en Vendée, etc., etc. Donc, c'est un acteur de premier plan, si je peux dire. Il est en quelque sorte les mains dans le cambouis, si j'ose dire, si on peut utiliser cette expression qui n'est pas tout à fait adaptée. Comment quelqu'un comme Prieur de la Marne applique-t-il finalement la législation répressive? Comment est-ce qu'il essaie de combiner droits de l'homme et mesures répressives? Alors, première chose, évidemment pour nous, répression et démocratie, ça nous paraît être tout à fait contradictoire. Mais pour les acteurs, ça ne l'est pas forcément. D'abord, ça ne l'est pas forcément en principe. Parce que, par exemple, la peine de mort, qui certes a été critiquée par les Lumières, qui certes a été condamnée par Robespierre et d'autres au début de la Révolution, c'est pas quelque chose qui s'oppose au droit naturel. Dans toute une série d'écrits des philosophes des Lumières, la peine de mort n'est pas considérée comme quelque chose totalement opposé aux droits de l'homme. Alors on peut le déplorer, hein, mais c'est un fait. Si vous lisez les jurisconsultes de l'époque, alors ils critiquent l'utilisation de la peine de mort à tort et à travers, ça oui, mais l'existence même de la peine de mort, ils ne considèrent pas que ce soit contraire au droit. Alors, la clé de la compréhension, finalement, de la déclaration, de l'invocation de la Déclaration des droits comme fondement de la répression, c'est la notion de réciprocité. Pour un révolutionnaire comme Prieur, il n'y a pas de droit illimité, il n'y a que des droits réciproques. C'est-à-dire que tout droit qui ne respecte pas les droits d'autrui n'est pas un droit. Moralité, vouloir renverser une république n'est pas une opinion, mais une atteinte aux droits des millions de personnes qu'il s'agit de ramener à l'état de sujet pour les contre-révolutionnaires. Donc respecter la volonté de ceux qui veulent renverser la République est totalement incompatible avec le droit d'un peuple à sa souveraineté. Et donc incompatible avec la réciprocité qui fonde la société. Selon cette optique, celui qui refuse la réciprocité des droits s'exclut de la société. Et si on n'arrive pas à le convertir au respect de ce principe, il n'est pas contraire au droit naturel de défendre la société contre lui, si nécessaire par l'expulsion ou si nécessaire par la mise à mort. Et même, non seulement c'est pas contraire, mais le droit naturel l'exige. C'est-à-dire que, alors ça peut nous paraître bizarre, mais c'est bien au nom du principe du droit naturel que Prieur se prononce en faveur d'un tribunal extraordinaire qui allait devenir par la suite le tribunal révolutionnaire. Parce qu'on sait que c'est Danton qui a proposé le tribunal révolutionnaire, mais Prieur, par exemple, justifie l'existence du tribunal révolutionnaire par le droit naturel et par la réciprocité du droit naturel. Donc, ça nous demande un effort intellectuel, mais essayons de faire cet effort intellectuel pour comprendre comment les contemporains pensent. Alors, évidemment, il y a toute une série de traditions qui offrent des justifications. Hein. Il y a la réciprocité du droit naturel, il y a le salut du peuple, hein, salus populis suprema lex, hein, bon, voilà, qui prend la forme pendant la Révolution du salut public. Par hasard, c'est le comité qui dirige les mesures, enfin qui prend les mesures d'exception avec la propagation de la Convention, s'appelle le comité de salut public. Hein, bon. Par ailleurs, on demandait aux citoyens de faire des sacrifices pour le salut de la République, et ce jusqu'à la paix. Parce que le terminus ad quem des lois répressives est toujours pensé comme jusqu'à la paix. Hein. En temps normal, on n'aurait pas incarcéré des gens suspects. Hein. Mais en temps normal, on ne demandait pas non plus aux jeunes gens de 18 à 25 ans d'aller se faire tuer sur le champ de bataille. Hein. Sans entrer dans une discussion sur les chiffres, je vous rappelle que le plus grand nombre de morts de toute la Révolution, c'est sur les frontières hein, que ça se passe. C'est pas à l'intérieur. C'est des gens qui sont tués par les Prussiens, par les Autrichiens, par les Anglais, etc. Bon, fermons la parenthèse. Donc, s'il fallait provisoirement limiter par la loi l'exercice de certaines libertés pour sauver la République, cela paraissait tout à fait justifié à Prieur de la Marne. Donc, on ne se demandera pas si Prieur et les autres révolutionnaires avaient raison de croire ces mesures nécessaires pour sauver la République. Il suffit de pouvoir conclure que Prieur de la Marne et d'autres croyaient que ces mesures d'exception étaient nécessaires à la conservation de la République et que pour lui, la République et la vie libre qu'elle seule permettait étaient le bien suprême. Voilà. Alors, on peut être d'accord avec eux ou pas, mais en tout cas, c'est ça qu'ils pensaient. Prenons un exemple. Suzanne Lévin montre qu'au cours de la dernière mission de Prieur dans l'Ouest, les mises en arrestation, alors soit comme suspects,
soit comme prévenu, parce que ce n'est pas la même chose, c'est deux catégories juridiques différentes. Hein. Si vous êtes prévenu, c'est qu'on a déjà des éléments pour vous, c'est contre vous. Si vous êtes suspect, ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors, qui sont ces suspects, qui sont ces prévenus concrètement? Concrètement, quelqu'un comme Prieur de la Marne, il fait arrêter qui? Hein? Eh bien, il fait arrêter surtout des gens qui arrivent sur des vaisseaux, parce qu'il était à Brest. Alors, d'où ils viennent ces gens-là? Ils viennent de Toulon, ils viennent des colonies, ils viennent dans les ports de Brest et de Lorient, parce que c'est à cet endroit-là que se trouvait Prieur de la Marne. Pourquoi les gens de Toulon et les gens des colonies étaient suspects? Parce que Toulon avait été occupé par les Anglais et était encore occupé par les Anglais, en tout cas au tout début de la mission de Prieur. Et donc, une partie de la population de Toulon avait accueilli à bras ouverts les Anglais. Hein, et donc, évidemment, ces gens-là étaient suspects. C'est une évidence. Pourquoi ceux qui venaient des colonies? Parce qu'on savait plus ou moins, bien qu'on ne savait pas exactement dans la métropole ce qui se passait à Saint-Domingue et ailleurs, mais on savait qu'il y avait un certain nombre de planteurs de contre-révolutionnaires, esclavagistes déguisés en révolutionnaires, qui arrivaient dans les ports de Brest et de Lorient. Et donc, ce sont ces gens-là, principalement, qu'on va faire arrêter. Le tribunal révolutionnaire de Brest n'existe pas encore à ce moment-là, puisqu'il sera créé un tout petit peu après. Et donc, Prieur de la Marne les fait arrêter, ces gens-là, et les envoie à Paris. 8 mois plus tard, Prieur et un autre membre du comité de salut public, qui était Jean-Bon Saint-André, va envoyer d'autres officiers devant le tribunal révolutionnaire de Brest pour leur mauvaise conduite lors d'un combat naval du 1er juin. Alors ça, c'est la première catégorie. Voilà les suspects, la première catégorie. La deuxième catégorie, ça va être, il va prendre des mesures de répression, je dirais, institutionnelles. C'est-à-dire qu'il va établir ou modifier le fonctionnement des instances judiciaires autorisées à juger révolutionnairement, c'est-à-dire les tribunaux révolutionnaires et les commissions militaires, mais aussi les tribunaux criminels. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va considérer que certains des membres de ces tribunaux ne font pas bien leur travail, ou sont des contre-révolutionnaires, ou sont des tièdes, ou sont un danger, et donc il va les changer. C'est-à-dire qu'il va prendre des mesures d'épuration de ces tribunaux. Alors, Prieur crée des commissions militaires habilitées à juger en dehors des formes ordinaires de la justice. Ces commissions militaires ont été, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais ça a été le plus grand nombre des exécutions pendant la Révolution, ça a été fait par des commissions militaires. C'est-à-dire qu'il y a eu, comparativement aux gens qui sont passés dans le tribunal révolutionnaire, ça doit être au moins 10 fois plus, quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que les commissions militaires jugent en dehors des lois, de la procédure. Elles jugent militairement. Et elles jugent qui militairement? Elles jugent surtout, pas que, mais surtout, des gens qui ont été pris les armes à la main. Soit sur le champ de bataille, soit dans ses alentours, soit dans la zone dite de combat. Alors évidemment, il y a sans doute des gens qui ont été jugés dans les commissions militaires, qui ne se trouvaient pas dans des zones de combat, mais autour, etc. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que la répression, elle est essentiellement militaire, parce qu'on est dans une zone de combat. Les commissions militaires sont extrêmement sévères. Ce sont les commissions militaires qu'on voit là, qui prononcent des condamnations à mort, surtout. Dans sa dernière mission, Prieur ne crée pas des tribunaux révolutionnaires proprement dits ou des comités de surveillance, mais il prend souvent des mesures pour en changer les membres. Hein. C'est ce qu'on appelle l'épuration. D'une manière générale, dans sa correspondance, Prieur conseille de ne pas multiplier les catégories de suspects et les arrestations pour éviter d'encombrer les juridictions révolutionnaires. Donc, ça ne veut pas dire que Prieur de la Marne était un terroriste doux, entre guillemets. Ça veut juste dire qu'il voulait être efficace. C'est-à-dire, pour être efficace, il ne fallait pas multiplier les arrestations à tir-larigot et multiplier les catégories de suspects. Mieux valait se concentrer sur les plus suspects, si on peut dire, sur ce qui était le plus, enfin, ce qui lui apparaissait comme étant le plus suspect. Pardon. Excusez-moi. Alors, bien que n'ayant jamais été déclaré à l'ordre du jour par la Convention, comme a dit Jean Clément, bien sûr, la terreur est revendiquée, la terreur avec un petit t, pas avec un grand t, est bien revendiquée par Prieur dans certains de ses arrêtés, mais il s'agit toujours, non d'une volonté évidemment de créer un système, mais d'encourager les autorités à faire leur devoir. C'est en cela qu'il dit que la terreur est à l'ordre du jour. Dans un de ses arrêtés pris en arrivant dans la ville de Vannes, Prieur écrit dans l'article 1er que la terreur est mise à l'ordre du jour contre les ennemis de la liberté. Voilà. Ici comme ailleurs, la terreur atteint donc des groupes spécifiques
dans des contextes précis, pris par des mesures particulières. En l'occurrence, elle est dirigée contre les ennemis du peuple, à savoir le clergé réfractaire et les émigrés, dans cet arrêté de prieur de la Marne. Alors, concrètement, que disent les autres articles de cet arrêté? Encerclement de la ville par les forces qui avaient accompagné Prieur depuis le Finistère, c'est-à-dire les troupes patriotes, parce que Vannes, visiblement, est une ville pas très patriote. Défense de sortir de la ville sans un passeport visé par le comité de surveillance. Permanence du dit comité pour la durée des opérations, pendant laquelle, je cite, il sera tenu de faire exécuter les lois sur les gens suspects et les étrangers. Visite domiciliaire pour l'arrestation des suspects et pour le désarmement des individus qui ne doivent pas être armés, et le constat des accaparements, ou des grains, patrouille de la garde nationale, le tout sous la responsabilité des procureurs, etc. etc. L'article 7 est intéressant parce qu'il dit « L'exécution du présent arrêté aura lieu depuis 10 h du matin jusqu'à l'instant où, je cite, le comité de surveillance déclarera que son exécution est complète ou que les opérations seront terminées. » C'est-à-dire que dans cet arrêt, je ne veux pas faire une généralité, mais dans cet arrêt, la terreur à l'ordre du jour, c'est jusqu'à ce qu'on ait terminé de faire ce qui est dit dans l'arrêté. Ce n'est pas un mot d'ordre général, ou ça peut être un mot d'ordre général, mais dans l'arrêté de prière de la Marne, c'est on va faire ces mesures-là parce que la terreur est à l'ordre du jour, et une fois que ça sera terminé, elle ne sera plus à l'ordre du jour, puisqu'on aura pris les bonnes mesures. Alors la deuxième partie de mon intervention, si j'arrive à aller jusqu'au bout, vous m'arrêtez quand je dépasse, c'est la question de la participation démocratique des citoyens. Idéalement, il faudrait que vous finissiez dans 2 ou 3 minutes. Ça marche. Il me reste une page et demie. Étendre la participation démocratique des citoyens. Alors, pour que la République, défendue par Prieur de la Marne et d'autres révolutionnaires, existe, il faut que les citoyens s'occupent des affaires publiques. Un des aspects de la législation révolutionnaire, c'est d'encourager la participation démocratique des citoyens. Et ça, c'est pas forcément une mince affaire, parce que tous les citoyens n'ont pas envie de participer démocratiquement, surtout dans des régions comme l'Ouest, où une partie d'entre eux ne parle même pas français. Donc, Prieur va prendre toute une série de mesures pour encourager l'instruction et l'apprentissage du français dans les campagnes, pour encourager la création de sociétés populaires là où elles n'existent pas, et pour attirer dans les sociétés populaires des couches de la population qui jusque-là n'y allaient pas. Alors, par exemple, à Vannes, toujours, Prieur encourage les sociétés populaires à s'ouvrir aux citoyens les plus modestes. Il arrive à Vannes et lorsqu'il se rend à la société populaire, il est consterné de trouver que les cotisations pour être membre de la société populaire sont tellement élevées que la plupart des citoyens ne peuvent pas y accéder, ne peuvent pas rentrer. Et donc, il dit il y a quelques bourgeois et des fonctionnaires qui, par ailleurs, défendent ceux qui avaient pris part à la révolte fédéraliste. Prieur prend donc la décision d'ouvrir la société à tous les habitants, ce qui ne veut pas dire que tous les habitants y participent, évidemment, parce que tout le monde n'y va pas, mais il remarque qu'une grande majorité de sans-culottes, qui jusque-là s'étaient tenus à l'écart de la société populaire, y participent désormais. Il s'agit donc d'éclairer le peuple par des discours, il s'agit de tirer le peuple de sa profonde léthargie, comme il écrit, d'électriser son patriotisme, de lui rappeler sa dignité et ses droits. Concrètement, quelqu'un comme Prieur ne faisait pas que parler, il écoutait, il recevait les doléances que, je cite, la morgue administrative et municipale de leurs magistrats n'avait pas voulu entendre. Donc, la politique démocratique de la terreur, c'est aussi passer par-dessus les autorités locales pour écouter les doléances des citoyens. Dans d'autres villes, en revanche, lorsque Prieur considérait que l'esprit public était bon, ça signifiait que le peuple était engagé et l'aristocratie était réduite au silence, comme il l'écrit. Tel est le cas de Lorient, par exemple, et donc, à Lorient, Prieur de la Marne n'a pris aucune mesure particulière pour encourager les citoyens à aller aux sociétés populaires, parce qu'ils y allaient déjà. Voilà. Donc, dans ce cas-là, pas de terrorisme, si j'ose dire, mais simplement des discours pour encourager tout le monde à participer. Au contraire, à Pontivy, dernier exemple, les gens, alors je le cite, les gens de robe et les gros marchands qui ont succédé aux ci-devant nobles ont pris sur leur esprit, l'esprit des habitants, un tel ascendant qu'ils ont totalement comprimé le mouvement révolutionnaire auquel ils s'étaient d'abord livrés. Et donc, le but du représentant en mission, entre guillemets, terroriste, ça va être quoi? C'est de briser l'emprise
de cette nouvelle classe politique et d'inviter le reste de la population, déjà patriote mais trop déférente à l'égard de ces couches bourgeoises, si on peut utiliser le terme, donc à s'exprimer. Donc, arrivant dans une ville ou un bourg, l'un des premiers actes de prieur, c'est pas de couper des têtes, c'est pas d'arriver avec une guillotine, c'est de se rendre à la société populaire locale, ou en son absence à en créer une, pour être à même de juger du patriotisme et de la mobilisation locale. Dans ces sociétés populaires, Prieur était attentif aux divisions existant dans celles-ci et encourageait les sociétés à s'épurer des éléments dits aristocratiques ou tièdes. Pour Prieur, il était important qu'un représentant en mission montre non seulement son soutien aux sociétés populaires, mais qu'il donne personnellement l'exemple de la participation. Bon, bien évidemment, alors je vais terminer là-dessus, la société populaire devait également surveiller les pouvoirs établis, bien entendu, et participer à leur éventuel renouvellement avec le représentant en mission. Alors, il ne s'agit donc pas de nier que les représentants en mission ou d'autres aient pu mener des politiques de répression parfois violentes, ça a été le cas, je l'ai dit, par les commissions militaires, mais ça n'est qu'un tout petit aspect, si j'ose dire, de l'activité d'un représentant en mission, qui avait bien d'autres choses à faire, notamment s'occuper du ravitaillement, etc., qui sont toute une série de questions sur lesquelles je ne m'étends pas, mais qui figurent évidemment dans le livre de Suzanne Lévin. Donc, le lien entre terreur et démocratie, il est difficile à faire. En revanche, le lien entre répression et démocratie, je dirais que ces représentants en mission, ils le vivaient tous les jours. C'est-à-dire qu'ils se sentaient obligés de réprimer. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas le choix, en tout cas. Mais c'était surtout pour établir la démocratie. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais laisser la parole à Anne Simonin et vous êtes en droit de dépasser légèrement le quart d'heure imparti. Non, parce que tout le monde est fatigué. Enfin, voilà. Je vais essayer de tenir les 10 minutes. Vous me dites, le 21 janvier, c'est l'anniversaire de la mort du roi. Oui, si vous voulez, mais vous savez que c'est aussi un autre anniversaire qui est au moins aussi important. C'est le décret Guillotin du 21 janvier 1790, qui est un décret absolument fondamental, puisque son article 1er, moi je l'ai sous les yeux, les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quel que soit le rang et l'état des coupables. C'est un décret qui va, en quelque sorte, constitutionnaliser ou pénaliser des éléments de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc et qui va faire rentrer le principe d'égalité. Alors, je pourrais commenter beaucoup plus longuement ce décret, que Daniel Arras inscrit en ouverture de son, j'ai presque envie de dire, c'est un ouvrage très stimulant et c'est en même temps un ouvrage catastrophique sur l'imaginaire, la guillotine et l'imaginaire de la Révolution, et qu'il inscrit faussement. Donc il part à partir d'un mauvais décret Guillotin, il pense que c'est un décret sur la guillotine, alors que c'est fondamentalement ce décret, bon, il n'est pas question de guillotine dans le décret, c'est un décret de proclamation de l'égalité de tous devant la peine capitale. Et donc, pour reprendre ce que disait Jean-Clément Martin, considérer que la guillotine est l'instrument horrible de la terreur, il a donné des arguments très convaincants de mon point de vue pour montrer que ça ne devrait pas être le cas. J'ajouterais que le problème n'est pour moi pas tant l'échafaud que l'exécution publique. Et le fait que les exécutions publiques vont rester publiques en France jusqu'en 1939. Et donc que la guillotine a été transformée en spectacle, alors que c'était effectivement un moyen d'éviter la pratique de la torture, qui était quand même généralisée, et qu'on sort de la torture avec la guillotine, et qu'on rentre aussi dans la poésie française, puisque vous savez que Paul Claudel considérait que l'article 3 du Code pénal, tout condamné à mort aura la tête tranchée, était le plus bel alexandrin de la langue française. Et si vous ne sentez pas le poids de la guillotine dans la langue, dans cet article-là, il vous manque peut-être une pratique du français. Donc, la chose, c'est... et puis, bon, moi, j'ajouterais aussi que non seulement la guillotine n'est pas l'instrument de la terreur, mais qu'est-ce que ça aurait été bien si ça avait été le cas? L'instrument de la terreur, c'est le fusil. Ce sont les fusillades, ce sont les canonnades, et ce moment où, si vous voulez, là, il n'y a plus de contrôle du tout, et les principales victimes de la terreur le sont par des instruments autres que la guillotine. L'intervention de la guillotine, ça veut dire une condamnation à mort, ça veut dire, quel que soit ce que vous pensez de la sévérité des procédures, il y a procédure, et comme disait Louis Blanc, le juge intervient avant le bourreau, toujours.
La fusillade, c'est des choses beaucoup, beaucoup plus expéditives et Jean-Clément Martin est bien placé pour le savoir dans le cadre de la Vendée. Alors, système de la terreur ou pas système? Ce mot système, ça a été rappelé aussi bien par Marc, ça a été rappelé par tout le monde. C'est un mot qui vient après coup, d'une certaine façon, prononcé par Barrère le 14 Thermidor, réutilisé par Tallien, mais c'est surtout une problématique qui vient, me semble-t-il, du 19e siècle et qui est liée à la dispute entre Edgar Quinet et Louis Blanc. C'est là où on va commencer vraiment à parler de système de la terreur. Edgar Quinet défendant l'idée qu'il y a bien eu un système et Louis Blanc considérant que pas du tout, ça a été une sorte d'improvisation générale de la Révolution. Alors, je ne vais pas prendre parti là, ce n'est pas le but, je veux juste dire que parler de système de la terreur, pour moi, c'est déjà regarder cette période de 1793 à 1794, c'est 18 mois en quelque sorte, avec des lunettes chaussées au 19e siècle. Je sais bien que l'anachronisme est très tendance, voilà, ou l'a été à un moment donné en tout cas. Moi, je pense que le travail d'un historien, c'est d'essayer de reconstituer un contexte et d'essayer de comprendre que parler de système de la terreur, c'est déjà avoir une vision politique qui est très liée au combat des républicains sous la Troisième République et des oppositions entre la gauche républicaine, puisque vous savez que Quinet comme Louis Blanc sont exilés. Et donc, c'est quelque chose qui est très chargé d'une problématique politique liée donc à la fin du Second Empire. Donc, pas de système de la terreur à proprement parler. Maintenant, pas de terreur. Là, je vais me permettre de faire un petit dissent par rapport à ce qui a été dit. D'abord parce que la terreur, c'est effectivement un mot des acteurs de l'époque. Et qu'il y a, à un moment donné, une forme... La terreur, c'est un acte de langage, c'est-à-dire c'est un performatif. La terreur à l'ordre du jour, elle n'a jamais été, si vous prenez l'expression dans son sens littéral, la terreur n'a jamais été mise à l'ordre du jour. Sauf que l'expression « la terreur à l'ordre du jour » a été, ce qu'a dit Marc Bélissat, réapproprié par les représentants et servait. Voilà, Marc Bélissat en a fait la démonstration du fait que c'est un performatif, c'est-à-dire qu'on disait, bon, il va y avoir à un moment donné, c'est parce que la terreur est à l'ordre du jour qu'on adopte des mesures répressives, donc il faut les exécuter, ces mesures répressives, parce que si vous ne les exécutez pas, ça ne va pas aller du tout. Et donc, elle permettait, c'est littéralement ce que dit Austin, pour moi, c'est un performatif, c'est un acte de langage qui va être redoublé par un acte législatif. Donc, il y a du droit sous la terreur. Et c'est très important parce que la terreur, ça n'est pas un acte de police. Et c'est ce qui fait l'immense différence, me semble-t-il, entre la terreur stalinienne et ce qu'on peut appeler terreur sous la Révolution française. Il y a acte législatif sous la terreur, c'est-à-dire la Convention qui restera toujours la matrice et la productrice des lois et que l'on évalue ces lois comme étant des lois extrêmement sévères, ce que vous voulez, il s'agit de lois qui sont adoptées avec des procédures d'urgence parfois, mais avec des procédures très codifiées et qui font qu'il va y avoir donc des lois qui vont être effectivement d'une grande sévérité, qui toutes ne portent pas la mort. Il y a un corpus de lois qui effectivement prévoit la peine de mort, mais qui sont des lois qui sont parfois très contradictoires les unes avec les autres et qui vont en quelque sorte à certains moments piéger le législateur révolutionnaire parce que c'est un droit qui fonctionne avec un certain type de logique et qui est une logique extrêmement radicale. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je vais juste dire aussi que, à force de ne parler que de la terreur, on oublie cette association qui est au cœur même de la pensée de Robespierre, qui est terreur et vertu. Et que parler de système de la terreur, ça permet en quelque sorte de faire tomber le mot vertu. Or, il n'y a jamais eu, et c'est l'intérêt de la citation qui nous a été proposée, Robespierre a toujours associé la terreur et la vertu. Et c'est, à mon sens, une différence qu'il y a entre Robespierre et Saint-Just, parce que autant Robespierre peut dire le ressort du gouvernement révolutionnaire est à la fois la vertu et la vertu sans laquelle la terreur est funeste, la terreur sans laquelle la vertu est impuissante. Bien. Saint-Just,
un gouvernement républicain a la vertu pour principe, sinon la terreur. Que veulent ceux qui ne veulent ni vertu ni terreur? Et il me semble que là, dans la déliaison qu'il y a entre terreur et vertu, autant Robespierre, et jusqu'au bout, me semble-t-il, ne concevra pas un système, ne concevra pas la terreur sans vertu, autant il me semble que Saint-Just, lui, peut penser un système de terreur qui ne soit pas lié avec la vertu. Le problème, c'est quoi la vertu? Et donc, on a un certain nombre d'interprétations du mot vertu. Est-ce que c'est du moralisme national? Non. Est-ce que c'est le primat de l'intérêt général sur l'intérêt particulier? Bon, ça, tout le monde peut dire oui, mais ça ne vous aide pas, à mon avis, tellement à penser concrètement ce qui se passe sous ce passage d'un acte de langage à un acte législatif, qui sera ensuite donc dénommé, et qui est dénommé par les acteurs terreur. Il me semble que la vertu, ça a beaucoup à voir avec, beaucoup davantage avec une expression de Saint-Just qui s'appelle l'inflexibilité de la loi. La terreur, ça veut dire que la vertu, ça veut dire que la loi va être strictement appliquée. Et qu'un des gros problèmes de la loi sous la Révolution, c'est pas d'adopter des textes, ça ils sont très très bons. On a 25 000 décrets entre 1789 et 1799. Donc on est quand même assez à l'aise. Le seul ennui, c'est que ces lois ne sont pas appliquées. Et que ce que va changer cet acte de langage qui est la terreur à l'ordre du jour, c'est de dire ça, messieurs, c'est terminé. Quand la Convention décide, les lois que décide la Convention doivent être appliquées. Et ces lois vont être appliquées à tous de la même façon. Et l'inflexibilité, c'est ça la vertu. C'est de considérer qu'il n'y a plus de passe-droit. Qu'est-ce que c'était que le droit d'Ancien Régime? C'était le moment où vous négociez tout le temps avec des lettres de rémission, avec des lettres de relief. Vous pouviez négocier les sentences. Là, c'est terminé. Le principe d'égalité, ça veut dire quoi? C'est la même loi pour tous et toutes. Et donc, la vertu associée à la terreur est ce qui permet d'établir la différence, non pas tant entre les amis et les ennemis, qui est une division schmittienne. Moi, j'ai toujours pensé que Robespierre était plus malin que Carl Schmitt. C'est-à-dire qu'on a une conception beaucoup plus intéressante de ce qu'est l'ennemi en révolution, parce que, comme le dit Ninon Granger, la vertu, c'est ce qui permet de dissocier qui est ennemi et qui n'est pas ennemi. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes ami quand vous n'êtes pas ennemi. Il va y avoir trois types, en quelque sorte, d'ennemis pour la Révolution. Il y a l'ennemi, oui, le prêtre assermenté, l'émigré sont des ennemis, parce qu'ils ne respectent pas la loi. D'accord? À chaque fois, vous avez des lois qui permettent de dire, effectivement, vous êtes considéré comme ennemi. Mais vous avez des gens qui sont indifférenciés et qui sont ces faux amis. Ça, c'est une catégorie très importante sur laquelle va reposer tout le système du complot et du fait que vous pouvez penser que des gens sont des amis, mais en réalité, ils se révèlent être des faux amis. Ce qui explique les règlements de compte qui vont pouvoir avoir lieu entre révolutionnaires, parce que, effectivement, les hébertistes, à un moment donné, ce sont des faux amis de la Révolution. Les dantonistes, ce sont des faux amis de la Révolution, alors qu'on pouvait légitimement penser qu'il y avait des amis. Et puis, vous avez une catégorie qui est celle, effectivement, de l'ami, et l'ami qui se traduit dans la justice révolutionnaire par les acquittés. Les acquittés, ça n'est pas du tout une catégorie mineure de la justice révolutionnaire. Dans le cadre du tribunal révolutionnaire, au moment de ce qu'on appelle la Grande Terreur, vous avez encore un taux d'acquittement qui est de l'ordre de 20%. Jusqu'en Germinal en 2, avril-mai 1794, au niveau du tribunal révolutionnaire, vous avez un taux d'acquittement qui est de 50%. Et même dans des juridictions militaires, Marc, eh bien, il y a des taux d'acquittement qui peuvent aller jusqu'à 50%. Donc, les militaires détestent rendre la justice. Les commissions militaires sont souvent composées de civils. Et il y aura des commissions qui seront de véritables abattoirs. Mais il y a aussi des commissions qui vont essayer de fonctionner avec des lois extrêmement sévères, en particulier la procédure de la mise hors de la loi, mais en maintenant toujours des acquittements. Je ne connais pas un seul tribunal sous la Terreur qui n'ait pratiqué que la peine de mort. Voilà, c'est aussi ça, à un moment où je pense que la France n'a jamais été dans la situation dans laquelle elle était. On se plaint beaucoup, me semble-t-il, aujourd'hui des difficultés que nous rencontrons.
Je veux dire, il me semble qu'il n'y a que l'an 2 et puis les années 40, c'est-à-dire la défaite, et puis avec Vichy, qui soit de ce point de vue-là comparable. Jamais la France n'a été dans cet état-là, en étant à la fois en faillite, parce que quand même, de toute façon, on produit de la monnaie qui est complètement démonétisée, et les assignats, c'est vraiment, la guerre est au-dessus des moyens d'un pays qui est déjà complètement ruiné, parce que la révolution, ça naît de quoi? Quand même d'une chose assez simple, c'est de l'incapacité structurelle des fonctionnaires de la monarchie de récupérer l'impôt. Voilà, bon, c'est des incapables en chef. Donc, il y a un moment donné, écoutez, de dire, bon, ça fait combien de siècles que ça dure, merci, on va voir si on peut faire ailleurs. Et c'est vraiment, et c'est là où ce personnel, je ne sais pas, on n'a pas arrêté de citer aujourd'hui Robespierre et Saint-Just, j'ai presque envie de vous rappeler ce que disait un Narcissus Claude, France guérit des individus. Ils ont certes été importants, mais je pense que Carnot a une importance au moins aussi grande. Je pense que Cambacérès, que Merlin de Douai, qui sont ces machines juridiques à produire du droit sous la Révolution, ont une importance aussi grande. Et puis que la plaine et la façon dont les décrets sont adoptés à la Convention sont des choses qui ont fait rouler la Révolution. Robespierre l'a mise en mots, la Révolution. Et il a une capacité de langage qui fait que le 9 Thermidor, je crois que c'est Mallarmé, qui, au moment où Robespierre est mis hors de la loi, dit « mais il faudrait quand même le laisser parler et lui laisser terminer son discours ». Et il y a quelqu'un qui l'interrompt, qui lui dit « s'il parle, il est sauvé ». Pour dire à quel point, si vous voulez, il y avait une maîtrise par Robespierre d'une rhétorique et d'une rhétorique parlementaire, parce qu'il sera, et ça c'est vraiment très impressionnant, il sera un parlementaire hors pair. Et il sait très très bien jouer avec une grammaire qui est le règlement de la Convention. Saint-Just, c'est autre chose. Quand il rédige des décrets, Saint-Just, on a parlé des décrets de Ventose, c'est un désastre. En revanche, c'est le Karl Lagerfeld de l'arrêté. C'est-à-dire que quand il est en mission à l'armée du Rhin, il y a un juriste qui dit, il rédige un arrêté, c'est le 5 primaire en 2, il dit ce texte est tellement parfait qu'on ne peut pas le résumer. Ce qui est le plus beau compliment qu'on puisse faire à un juriste, en disant on ne peut pas, il est obligé de recopier. Bon, les décrets de Ventose, ce n'est pas ça du tout, c'est des textes qui sont totalement inapplicables. Et d'ailleurs, il le dit dans le deuxième, puisque donc on en fait un le 8, on recommence le 13, il oublie la moitié des trucs, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va appliquer, et ils seront inappliqués. Mais alors que vous avez des juristes, et notamment Merlin de Douai, qui est le grand Hercule juridique de la Révolution, qui travaillent la procédure et qui font que la terreur est jouable parce que les lois sont applicables. Et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire que ne dissociez pas la terreur de la vertu et acceptez l'idée que la vertu, ça n'est rien d'autre que l'inflexibilité de la loi. Et que la terreur, c'est ce moment où des lois extrêmement sévères ont été appliquées de façon extrêmement rigoureuse à tous, sans différenciation, au nom du principe d'égalité, et dans une optique qui était la défense de la liberté qu'incarnait la République à l'intérieur du pays, la défense de la liberté qu'incarnait la République à l'extérieur, quand toutes les monarchies européennes étaient coalisées contre elle. Merci de votre attention. Merci de votre intervention. Je vais laisser la parole à Jean-Clément Martin pour une petite minute. C'est une simple citation. Et vous pourrez poser des questions. Blaise Pascal. La justice sans la force est impuissante. La justice sans la force est impuissante. La force sans la justice est tyrannique. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Et Pascal concluait, il faut donc mettre ensemble la justice et la force, et pour cela faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste. Vous avez la parole. Et 4 heures pour répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la salle? Alors, sur les voies préalables, comment vous expliquez même l'accélération des mesures d'exception du 22 préal, sachant que ces mesures ont été signées par pratiquement l'intégralité des membres du comité de salut public, avec de grandes réserves de Saint-Just, néanmoins. Donc, pourquoi cette accélération? En 2 mots,
mes camarades répondront après. En deux mots, la loi de Prairial est prise par un ami de Robespierre, donc qui est poussé par Robespierre, malgré l'opposition d'une partie des députés. Ces lois, on peut les voir de deux façons. Soit ça accélère la procédure, soit ça la met en place pour de bon. Parce qu'il devait y avoir des commissions de tri auparavant, ce qui voulait dire que ne devait arriver au tribunal révolutionnaire que des gens qui avaient déjà été suspectés pour de bon d'être des contre-révolutionnaires. Donc à partir de ce moment-là, le tribunal avait la possibilité de choisir acquitter ou exécuter, parce que le tri procédural avait été fait. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose, ces lois sont comprises par les membres de la Convention comme la possibilité d'être eux-mêmes poursuivis. Bon, et c'est sans doute pas faux. Bon, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose qui se met en place, c'est le moment où le renversement contre Robespierre est en train de se faire, et c'est pris comme la façon dont Robespierre est en train de prendre le pouvoir véritablement sur la Convention. Le président du tribunal est un de ses proches. Donc il y a, avec ce renforcement procédurier et légal, quelque chose qui est une menace, ce qui expliquera que, dans un premier temps, avant que la loi soit promulguée, un certain Vadier, dont on n'a jamais parlé, qui est pour moi peut-être, avec Barrère, un des grands hommes de l'ombre de la Révolution, quelqu'un d'extraordinaire, va faire exécuter, vite fait bien fait, ses ennemis dans les Pyrénées. Après, il accusera la loi de Prairial d'avoir mis en place ces exécutions. Donc, on est là, moi je joue beaucoup sur ces jeux-là, je suis moins attentif aux lois Cannes de ce point de vue-là, mais moi je suis beaucoup plus attentif à ces jeux politiciens de l'usage des lois, et c'est, il me semble, dans cette position-là qu'il faut se mettre pour comprendre, au moins en grande partie, la création des lois de Prairial et leur application, parce que Vadier et les autres vont faire tout ce qu'ils vont vouloir dans les prisons pour envoyer à la guillotine un certain nombre de gens qui, sans cela, n'y seraient pas allés et accuser Robespierre. On est toujours... Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Jean-Clément. En particulier, il y a la fameuse affaire de Catherine Théot, la mère de Dieu, dont on sait, enfin... On sait tout, enfin, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus, pour dire que c'est une embrouille créée de toutes pièces par une partie du comité de sûreté générale pour attaquer Robespierre. Et voilà, donc... Alors, il y a beaucoup de propagande quand même. Comment ça que voulez-vous dire? Comme la terreur est à l'ordre du jour, c'est une forme de propagande, par exemple. Non. Finalement... Oh non. Non, c'est un performatif. Oui. C'est pas de propagande. Non, sur Prairial, juste, c'est une loi qui est fabriquée par Couthon, Saint-Just et Robespierre, et qui court-circuite le comité de législation. Ça veut dire qu'il court-circuite Merlin de Douai. Donc déjà, c'est extravagant. Le texte n'est pas distribué aux députés, ils arrivent, ils ne lisent pas le texte, et ils ont monté quelques jours avant une commission dans laquelle siègent Couthon, Merlin de Douai et Cambacérès, excusez du peu, voilà, c'est-à-dire la petite commission. Et 3 semaines après, Merlin de Douai, qui est à la Convention, voit arriver un texte qui n'a pas été soumis. Il est le grand spécialiste du droit criminel. Cambacérès s'occupant davantage du droit civil. Donc déjà, c'est pas pour rien qu'il va y avoir un jeu compliqué avec les dantonistes, et Merlin de Douai est très proche des dantonistes, et notamment de Bourdon-Loise, dont il a été question ce matin. Et donc, il va falloir critiquer, parce que là, le comité de salut public se permet de faire des choses en termes de forme et de travail parlementaire qui est absolument extravagant. Et d'autant plus qu'il le fait en commettant une erreur, qui est de mettre le comité de sûreté générale sur la touche. Donc, Merlin de Douai va rédiger ce qui est quand même... Il a entendu le texte, il n'a pas lu le texte. Et entendre un texte à la Convention, ça veut dire les tribunes, ça veut dire énormément de bruit. Bon, il va rédiger un considérant au fil de la plume, en envoyant Bourdon à la tribune. Il va rédiger ce considérant qu'on a, qui est rayé, parce que, à mon avis, il y a des dispositions qui sont violentes par rapport à ça. Et il va mettre, ce que disait Jean-Clément, l'accent sur le fait qu'il faudrait que la Convention protège ses députés. Et en fait, il va désolidariser la plaine des robespierristes. Et il va jouer la peur
Alors, il n'a pas tort parce qu'il n'y a pas de décret qui protège en réalité les députés. Donc, il pointe un vide du droit. Il n'y a que lui qui peut le faire parce que c'est vraiment la base juridique de la Révolution. Et il va surtout, d'un point de vue politique, désolidariser la plaine. Et je pense qu'il est totalement proche avec Vadier. Et le lendemain, quand Vadier va faire son rapport à la Convention sur l'affaire de la Mère de Dieu, il va faire pleurer une convention qu'on vous dit terrorisée. Et on le voit au Moniteur, il n'arrête pas d'éclater de rire. Et Vadier fait un texte qui est d'une méchanceté voltairienne terrible et qui est le premier accroc, d'une certaine façon, à la réputation de Robespierre. D'autant plus que Robespierre a fait l'immense erreur d'intervenir auprès de Fouquier-Tinville concernant l'affaire Théo. Et là, l'incorruptible... Parce qu'il avait vu que c'était contre lui. Ouais, voilà. Il avait compris qu'on était en train de lui... Un tout petit mot sur le mot propagande que vous employez. On ne peut pas faire de politique sans des formules synthétiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'enregistrement, c'est bien. 1, 2. Du coup, pour tenter de résumer, vous avez finalement plaidé que la terreur, ce qu'on appelle finalement la terreur, c'était quelque chose qui était finalement institutionnalisé, qui était finalement tout passé par un juge, etc. Mais est-ce qu'on peut au moins tenter de plaider, comme vous l'avez fait peut-être à la fin, que la fin justifie les moyens peut-être? Excusez-moi, j'ai pas bien compris votre question. Ça vous ennuierait de le redire, s'il vous plaît? En fait, on parle de terreur et démocratie. Oui. La démocratie, c'est une quête sans fin, c'est un idéal. On peut dire qu'on s'en rapproche en avançant, mais finalement, à cette époque-là, on y était encore loin. Et en plus de dire que cette terreur a été institutionnalisée, a été légiférée, est-ce qu'on peut plaider la nécessité de ce régime strict? Excusez-moi, je pense que, effectivement, je vous remercie d'avoir rappelé. Nous avons dit rigoureusement le contraire. Sauf Anne, qui n'a pas à être désolée parce qu'elle va s'excuser, qui a rappelé le cadre juridique. Non, ce que nous avons dit, c'est qu'il n'y a pas eu d'institutionnalisation de la terreur, mais ce que Anne a rajouté, et elle a raison, qu'il y a bien eu la possibilité d'utiliser cette formule de terreur pour être appliquée par des gens qui avaient des responsabilités et qui pouvaient s'y référer parce qu'ils savaient bien que dans ce climat, ils étaient sous la menace de quelque chose qu'on ne peut pas bien saisir, qui devait eux appliquer violemment et qui pouvait se retourner contre eux. Mais ce que nous avons dit malgré tout, et ça je crois qu'il ne faut pas se tromper, c'est qu'il n'y a pas eu d'institution de terreur, alors que la différence, si vous voulez, en 1936, quand il y a la loi de grande terreur en Union soviétique, là il n'y a pas de problème. Bon. Là on est dans un cadre légal. Hein. Il y a à un moment, s'il y a un moment d'institutionnalisation de la terreur, ce serait le 9 Thermidor, d'une certaine façon, c'est-à-dire quand Saint-Just propose un décret, qui termine son discours, propose un décret en parlant des institutions civiles du gouvernement révolutionnaire. Donc, on voit bien que là, mais c'est le moment où ça se défait. Voilà. Mais je sais que c'est compliqué. J'entends très bien en même temps la justesse de votre question, parce qu'on est à la fois dans et dehors. Moi, j'ai tendance à considérer que si je pars du principe, encore une fois, que la vertu ne doit pas être dissociée de la terreur, et que c'est vraiment parler de la terreur seule, c'est déjà avoir une position idéologique par rapport à la terreur. Après, on peut déconstruire la façon dont le T majuscule est arrivé, tout ça, j'entends parfaitement, mais il ne faut pas... Ce qui se passe en 93-94, c'est l'association entre terreur et vertu, de mon point de vue, ne doit pas être compris au-delà de inflexibilité de la loi. La terreur, c'est cet âge, c'est un nominalisme où la loi est inflexible, s'applique, s'exécute et s'exécute de la même façon pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas à considérer que c'est bien ou c'est pas bien, c'est un moment de très grande dureté, mais c'est un moment où le droit joue un rôle absolument essentiel.
si vous me permettez d'être basique, de chez Basique, vous regardez sur Internet la collection Baudouin, B-A-U-D-O-I-N. Dans la collection Baudouin qui est accessible sans aucun problème, vous avez l'ensemble des décrets et des lois, on ne va pas discuter sur les deux mots, qui ont été pris pendant la Révolution. Vous ne trouverez pas dans les lois avant le 9 Thermidor de lois qui parlent de la terreur comme d'une institution répressive. En revanche, à partir du mois d'août, et précisément du 5 août, vous allez trouver des lois qui vont dire la terreur a existé. Enfin, il faut lutter contre la terreur. Et ça, si vous voulez, moi je suis là, Basique de chez Basique. Hein. Bon. Juste une petite remarque, soyons clairs. Si je fais de la science-fiction, si la répression en 1793 et en l'an 2 n'avait pas été ce qu'elle a été, avec tous ses tenants et ses aboutissants, est-ce que la République aurait été maintenue? Là, on parle de nécessité, j'en sais rien, je fais de la science-fiction, j'en sais rien, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais en tout cas, les contemporains, eux, ils sont convaincus que s'ils ne le font pas, ils vont tous mourir. Ils vont tous être pendus. Enfin, en tout cas, une bonne partie d'entre eux, sauf ceux qui auront réussi à négocier. En tout cas, il y en a une bonne partie d'entre eux qui pensent qu'ils vont être pendus. Hein, parce que le duc de Brunswick, en 92, a dit, si on arrive à Paris, vous serez tous pendus. Donc, voilà. Donc, alors après, on peut discuter de savoir si certains étaient pour ou contre. Mais une bonne partie d'entre eux sont convaincus que de toute façon, ils vont se faire tuer, quoi. S'ils n'exercent pas ces lois répressives, parce que n'oublions pas que les révolutionnaires, ce n'est pas des boxeurs qui se mettent des coups de poing dans la gueule tout seuls. Ils se battent contre les contre-révolutionnaires. Et c'est pas n'importe qui. C'est l'Allemagne, enfin c'est l'empereur d'Autriche, plus exact l'empereur, c'est l'Angleterre, c'est l'Espagne, c'est toutes les armées européennes qui leur tombent sur le dos. En plus, eux, ils voient les Vendéens qu'ils prennent pour des gens qui vont les assassiner, leur planter un poignard dans le dos, les fédéralistes, etc. Bon, voilà. Donc, ils ont une vision. Alors, il y a des gens qui parlent de théorie des circonstances. Bon, il n'y a pas de théorie des circonstances, mais il y a des circonstances. Les gars sont persuadés que la Révolution et la République vont échouer s'ils ne prennent pas des mesures de répression. Ils ont raison ou ils ont tort, mais bon. Mais il y a une chose pour aller dans le sens de ce que dit Marc, c'est la façon dont il n'y a pas de secret sous la terreur. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler du nombre de gens qu'on tue en Vendée. Et il y a même à un moment donné des inflations de statistiques. Donc ça ne vous aide pas du tout parce qu'on dit, alors nous, on l'a tué, en 48 heures, on a liquidé 800 personnes. Ce qui est juste pas possible parce que quand c'est fait en termes de fusillade, et donc ce sont de faux chiffres qui remontent à la Convention. Et Philippot, qui passe pour un des grands critiques de la Vendée, quand il dit, bon, écoutez, si vous voulez qu'on élimine 40 000 personnes, vous nous le dites, parce que comme ça nous permettra de fixer nos objectifs. Il n'y a aucune honte par rapport, il n'y a pas de... Parce qu'ils sont dans un état de nécessité, intimement convaincus que face à la coalition, la seule chance pour la République, elle est de maintenir des lois sévères mais en même temps de conserver une dimension de principe. Et c'est là où la vertu joue le maintien des principes républicains. Et c'est vraiment impressionnant de voir ça. Et ça n'est qu'ensuite, quand vous voyez le temps que vous mettrez pour connaître les victimes de la terreur stalinienne ou tout ça, là, c'est immédiat. Enfin, non seulement, et à mon avis, les chiffres sont même plutôt gonflés par rapport à la réalité. Donc, le fait d'exterminer l'ennemi, c'est de dire à la République, vous voyez, on a nettoyé la Vendée, et là, vous êtes en sécurité. Et vous êtes en sécurité avec toujours cette idée que la sécurité, pas la sécurité pour la sécurité, c'est la sécurité pour la sauvegarde de la liberté. Un mot quand même, hein, parce que ce que vient de dire Anne me pose problème. Et où je suis complètement d'accord, c'est que cette révolution n'a pas le choix. Ou elle vainc, je ne sais pas si on dit vainqueuse, ou victorieuse, voilà, ou elle vainc ses ennemis, ou elle meurt. Là, les choses sont extrêmement claires. Bon, là, on va être complètement d'accord. Le problème pour moi est que, précisément à propos de la Vendée, ce que je vais vous dire de façon très, très brutale, et si ça vous choque, tant pis. C'est que la Vendée, c'est une invention de la Convention, mais une invention pure. Là, c'est de la propagande.
quand les révolutionnaires apprennent, quand les conventionnels, j'aime pas le mot révolutionnaire, ça veut rien dire, quand les conventionnels apprennent le 23 mars 1793 qu'une petite bande de types dans le cœur du département de la Vendée vient d'être victorieux d'une petite troupe de 3000 soldats mal commandés au centre de la Vendée, quand ils reçoivent la nouvelle, ils disent que cette défaite-là, qui est ridicule, qui participe de ce qui se passe partout en Bretagne, dans l'ouest de la Roche-sur-Yon, qui n'existe pas encore vraiment, jusqu'à Cherbourg et jusqu'au Mans, eh bien, ils vont prendre ce petit épisode qui se trouve partout ailleurs pour dire « ce n'est pas une révolte, c'est la guerre de Vendée ». 10 ans, c'est la guerre de Vendée. Et très exactement, ils disent c'est la guerre de Vendée des départements circonvoisins. Bon, je vous dis qu'on ne peut pas répéter ça 4 fois de suite, hein. Donc on dira c'est la guerre de Vendée tout court. Bon. Et en disant c'est la guerre de Vendée, ce qu'ils font, parce que c'est grave, et ça, là encore, c'est pas de la propagande, c'est bien le rôle performatif des mots. En disant c'est la guerre, c'est la seule fois dans la Révolution française qu'une révolte devient une guerre. On ne le trouve pas ailleurs. Dans la vallée du Rhône, on se tue, on s'étripe pendant 10 ans, il n'y a jamais eu de guerre. Bon, la chouannerie, ça sera la chouannerie, mais ce sera pas vraiment une guerre. Bon, la guerre de Vendée, ça part d'une révolte. Pourquoi? Parce que les montagnards à Paris ont la possibilité d'attaquer les Girondins le 23 mars en disant qu'ils ont mené une politique médiocre en prenant que des mauvaises mesures. Et donc, de suspecter les Girondins, et donc de dire la Vendée va devenir l'ennemi public numéro 1. C'est la Vendée qui oblige la création du comité de salut public. C'est à cause de la Vendée qu'on a cette idée absolument géniale d'envoyer des troupes venant de toute la France. C'est-à-dire on prend des bataillons à droite et à gauche, de gens qui se détestent, des sans-culottes, des Girondins, des montagnards, tout ce qu'on veut, on les rassemble, des soldats de ligne, des volontaires et des gens qui viennent, excusez-moi pour le dire comme ça, des planches pourries, comme leurs généraux le diront, et qui viennent pour piller, pour voler et pour violer, tout simplement. La guerre, ça sert aussi à ça. Bon. Et donc, on rassemble des gens comme ça, qui viennent et qui ne parlent pas la même langue, parce qu'il n'y a pas que les gens de l'Ouest qui ne savent pas parler français, les Occidentaux non plus, ni les Alsaciens. Total, l'armée qui est constituée accumule les défaites, continuellement, pendant tout l'été 93. Et devant la menace de la Vendée, Barrère va dire que la solution, c'est d'exterminer les brigands de la Vendée. Hein. On est bien d'accord. Pas les Vendéens, hein. Contrairement à ce qui risque d'être dit encore mercredi prochain, mais les brigands de la Vendée. Et ce qui se produit surtout, parce que c'est le comble du comble, c'est qu'il va y avoir des rivalités telles entre les armées commandées par les montagnards et les armées commandées par les sans-culottes, que les sans-culottes, et je vous jure que je n'invente rien, vont laisser les montagnards se faire battre pour que les généraux montagnards soient envoyés devant le tribunal révolutionnaire, pour que les soldats sans-culottes soient les seuls à s'occuper de la guerre de Vendée. Et si je pousse ma pensée un peu plus loin, je ne l'ai jamais trop écrite, sauf il y a 6 mois, parce que je n'osais pas, mais moi, je n'arrive pas à comprendre autrement les choses. Si le comité de salut public et Carnot laisse partir les troupes sans culottes s'occuper des Vendéens, alors que partout, Carnot contrôle les frontières, et les troupes qui sont envoyées en Vendée ne sont pas contrôlées par Carnot, mais sont contrôlées par le ministère de la Guerre qui est tenu par les sans-culottes. Bon. Oui, voilà. En partie, et par Vincent. Et le résultat, si vous voulez, pour moi, il est clair. On envoie des gens qui ne sont pas des soldats qui résisteront. Alors ils font de sales boulots. Ils vont tuer les Vendéens, ils vont eux aussi être tués. Et en décembre, qui a gagné? Ce n'est pas les sans-culottes. Hein, ils ont perdu. Ils ont perdu en Vendée, ils ont perdu à Paris, ils ont perdu à Lyon. Et ça permet à ce moment-là au comité de salut public, Barrère, surtout Robespierre qui s'y est converti, Carnot, de siffler la fin de la récréation. On remonte Collot et Billot, qui étaient dans le comité de salut public à Paris. On exécute les sans-culottes. On installe pour de bon le gouvernement révolutionnaire. Et les sans-culottes disparaissent de la circulation. Dit autrement, on a envoyé en chair à canon les Wagner de l'époque, si j'ose dire, les sans-culottes
se battre contre les Vendéens et ils ont servi uniquement à l'arrivée du pouvoir du comité de salut public. Et qu'on ne dise pas que ce n'est pas vrai, parce que dans un certain nombre de batailles, il y en a une, moi, que je n'encaisse pas. C'est une bataille qui s'appelle la bataille de Pont-Barré, dans une petite ville qui s'appelle Beaulieu-sous-Léon. Il y a 1240 républicains qui sont enterrés dans un charnier encore aujourd'hui, sans que personne n'en parle. La gauche n'en a jamais parlé. Bon, basta. Tout simplement que ces pauvres types, ils ont tout simplement été trahis par le général de l'armée révolutionnaire, le général Ronsin, qui est un incapable notoire et qui s'est arrangé pour se débiner. Et les 1240 Gus ont été tués et ils ont été transportés par des charrettes. Vous avez qu'à compter le nombre de charrettes à raison de 20 Gus par charrette pour être enterrés 10 km plus loin dans un charnier qu'on ne visite toujours pas et qui n'est pas reconnu. Quelque part, moi, ça me fait mal au cœur. Merci beaucoup à vous trois pour vos interventions. On va devoir laisser la salle à la Fédération francophone de débat. Merci.